En Côte d'Ivoire, l'heure est à la décrispation. Les trois principaux leaders semblent décidés à regarder dans la même direction afin de parvenir à la réconciliation nationale. Un rapprochement que les Ivoiriens saluent et espéraient depuis 10 ans. Ousmane Zina, bonjour. Bonjour. Il y a un mois, Alassane Ouattara a reçu au palais présidentiel Laurent Gbagbo. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis la crise post-électorale de 2011. Quel message vous retenez de cette rencontre? Oui, effectivement, cette rencontre a laissé voir plusieurs signes. Premièrement, la décrispation, parce qu'il s'agit de deux acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne. Et le fait de se rencontrer, notamment Laurent Gbagbo qui revient de La Haye, totalement acquitté, qui rencontre son frère, comme le dit Alassane Ouattara lui-même, son frère Alassane Ouattara au palais de la République, de la présidence, est signe de décrispation. Deuxièmement, la volonté d'aller à la paix, hein, vers une paix positive, une paix durable. Et je pense que c'est un message fort qui est lancé à l'endroit des populations, à l'endroit des militants, à l'endroit des caciques, à l'endroit de tout le monde. Et voici effectivement ces deux grands signes que l'on pourrait retenir effectivement de cette rencontre. Maintenant, le temps nous dira si effectivement derrière le symbole, si effectivement il y a une véritable volonté de rompre avec le passé violent de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il présidait la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konan Banny avait préconisé une rencontre entre les trois leaders, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Pour quelles raisons n'a-t-il pas été entendu? Je pense que sur le moment, ça paraissait très compliqué. On a vu hein, la CDVR qui a été lancée tambour battant, et l'objectif du gouvernement à l'époque, c'était de faire cette CDVR le modèle sud-africain, entre guillemets, en Côte d'Ivoire. Et on a vu la présence des elders qui sont venus pour accompagner cette CDVR. Et donc, Charles Kourabani était en principe investi de tous les pouvoirs pour réussir sa mission. Mais sur le temps, l'on a vu énormément de difficultés. Et parce qu'effectivement, durant cette période, la méfiance était encore une réalité. Les différents acteurs politiques ne se parlaient pratiquement pas. Laurent Gbagbo lui-même était sur le point de joindre La Haye dans le cadre de son procès, ainsi de suite. Et la préoccupation du gouvernement de restaurer l'autorité de l'État, de développer la Côte d'Ivoire après ces violences. Et je pense que mettant tout ça ensemble, Charles Kounabani ne pouvait réussir cette mission délicate de faire parler tous ces trois acteurs. On pourrait le dire, la situation était encore tendue, elle était encore chaude. Et jusqu'à 2013-2014, l'on a constaté ici et là, dans certains lieux de la Côte d'Ivoire, certaines violences. Et donc, ce n'était pas évident. Est-ce qu'il avait tous les moyens? Je pense qu'au plan institutionnel, il avait les moyens, mais la volonté politique de tous les acteurs a manqué sûrement pour que cette rencontre-là soit une réalité. Alors, les victimes n'apprécient pas énormément ce qui se passe sur le plan politique, notamment le retour de Laurent Gbagbo, la possibilité qu'il soit peut-être amnistié. Euh, comment faire apaiser les esprits dans le camp des victimes? Je pense qu'il n'y a que le dialogue. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a ce que moi j'appelle la concurrence victimaire. En fait, l'on retrouve des victimes qui parlent des deux côtés. Du côté du FPI, du côté du RDR, RHDP, un peu partout, tout le monde se considère comme victime. Et je pense qu'une commission avait été mise en place, notamment la commission nationale pour l'identification et la réconciliation, qu'on arrive, qui est venue juste après la CDVR, et cette commission avait pour objectif d'indemniser effectivement les victimes. Mais là, on se rend compte avec le retour de Laurent Gbagbo et cette voix qui est donnée par une catégorie de victimes qu'il n'y a pas que l'indemnisation financière et que les victimes ont besoin d'autres formes de réparation, qui soient des réparations morales, qui soient la parole également des différents leaders, que ces victimes-là soient entendues et qu'il y ait une vérité autour de ce qui s'est passé.
Et souvent, on le dit, hein, ce qui a manqué dans cette réconciliation, c'est aussi une politique mémorielle. Il faudrait que la mémoire de la crise et de tout ce qui s'est passé soit restituée pour que, effectivement, ces victimes se retrouvent dans cette mémoire et pardonnent effectivement. Et donc, je pense pour ma part, tout repose dans la volonté des acteurs et le ministère de la Réconciliation doit regarder de ce côté pour que toutes les victimes, bords confondus, se parlent et arrivent effectivement à ce pardon. Ousmane Zina, la décrispation s'est également traduite par la libération de certains prisonniers politiques. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo souhaitent en plus la tenue d'un dialogue national et une amnistie. Quelles chances ont-ils d'être entendus? Je pense que entendre ces différents acteurs politiques proposer leur formule de réconciliation et de dialogue national est plutôt une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, tout dépendra de la méthodologie qui sera adoptée pour croiser ces différentes vues. L'approche de Bédié, dialogue national, l'approche du président Laurent Gbagbo, réconciliation nationale et l'idée d'amnistie et l'approche du gouvernement lui-même. Et je pense qu'il appartiendra au ministère de la Réconciliation nationale de croiser ces différentes vues et de trouver une méthodologie qui soit inclusive, de telle sorte qu'effectivement, il y ait ce travail de vérité et de catharsis collective qui permettent d'aller véritablement vers un pardon et une réconciliation durable. Maintenant, vous savez, l'on ne maîtrise pas toujours les agendas politiques. On sait très bien que ces dernières années, la réconciliation était une ressource pour tous les acteurs. Et je pense pour ma part, ces acteurs devraient se mettre au-dessus de son instrumentalisation pour aller vers une paix durable. Ces dernières semaines, on a assisté à une reconfiguration de la scène politique. Laurent Gbagbo quitte le FPI qu'il a fondé et laisse la coquille vide, comme il dit, à Afin Guessan, son ancien Premier ministre. Avec quels alliés va-t-il reconstruire la gauche ivoirienne? Je pense pour ma part que Laurent Gbagbo compte d'abord sur lui-même, compte sur son vécu, compte sur le symbole Laurent Gbagbo, compte sur son histoire politique et de sa capacité à convaincre des foules. Je pense que c'est d'abord lui-même. Ensuite, je pense qu'il se donne le temps d'observer son rapprochement avec le PDCI, qui à la base est un parti libéral et un parti de droite. Et comment est-ce que le nouveau, le nouveau parti de gauche développé par Laurent Gbagbo va trouver sa place dans cette nouvelle alliance? Ensuite, je pense qu'il comptera effectivement sur certains fidèles parmi les fidèles du FPI que l'on retrouve au sein de EDS, Ensemble pour la démocratie. Et effectivement, il fera avec cela. Et ensuite, suit sur une nouvelle génération de jeunes que l'on retrouve au sein de ce EDS-là, de ce parti EDS. Et je pense qu'il va s'appuyer énormément sur ces éléments-là pour construire cette nouvelle gauche de la Côte d'Ivoire. Et il trouvera forcément en face son ancien FPI qui se trouve entre les mains d'Afin Guessan. Mais justement, Afin Guessan a-t-il les hommes et les moyens pour présider un parti en mesure de perturber l'équilibre entre les formations politiques d'Alassane Ouattara, de Laurent Gbagbo et d'Henri Konan Bédié? Je pense pour ma part que Afin Guessan a un challenge à relever. C'est celui de démontrer qu'il est effectivement, il est capable effectivement de diriger le FPI, laissé par Laurent Gbagbo, qu'il a un vécu, qu'il a une expérience politique à vendre et qu'il peut occuper toute sa place dans ce jeu politique en Côte d'Ivoire. Mais de là, dit qu'il pourrait bousculer cette hiérarchie au niveau des partis politiques classiques en Côte d'Ivoire, au niveau des ténors de cette scène politique, paraît assez compliqué parce que pour ma part, il y a encore des preuves à faire. Et sa première participation à une élection présidentielle, c'est 2015.
et il n'a récolté que 10% au niveau du suffrage, ce qui montre qu'il y a encore des effets à faire, des efforts pardon, à faire pour bousculer cette hiérarchie. Maintenant, le temps nous dira comment est-ce qu'il compte dérouler sa stratégie, comment est-ce qu'il compte positionner ce FPI nouvelle formule et avec quels acteurs. On n'a pas suffisamment de lisibilité, on sait seulement que certains ont décidé de rester avec Laurent Gbagbo et c'est sa voix qu'on entend. On n'entend pas pour l'instant la voix de ceux qui sont avec lui et donc tout reste à faire pour lui. Et en face, il trouvera sûrement Laurent Gbagbo qui n'hésitera pas effectivement à présenter son nouveau parti politique comme étant ce véritable parti de gauche. 2025 marquera la fin du troisième mandat d'Alassane Ouattara. Comprenez-vous l'attitude de ceux qui, dans son entourage, dans celui d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo, pensent qu'il est temps pour les trois hommes de quitter la scène? Oui, je pense que c'est une réalité. Depuis plus de 30 ans, ces trois acteurs cristallisent le jeu politique. Autour de ces trois acteurs, il y a eu énormément d'allers-retours entre la paix et la violence. Et aujourd'hui, quand on constate leur vécu politique et lorsqu'on observe le challenge de la réconciliation, certains admettent effectivement qu'il est temps pour eux de passer la main à une nouvelle génération politique. Mais le problème, c'est que ces anciens, ces acteurs classiques de la scène politique, même s'ils ont envie de partir, veulent être toujours sûrs de maîtriser le jeu politique. Ils jouent également leur destin après la politique et avec qui sûrement avec ceux avec les plus jeunes qui seront dans leur voie. Et donc, maîtriser le jeu politique avant de sortir, je pense que c'est le défi à relever concernant ces différents acteurs. Maintenant, il faut penser à cette transition générationnelle qui se fera forcément par le temps, au regard du poids de l'âge de ces différents acteurs. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait cette demande d'une nouvelle génération qui occupe la scène politique. Et c'est une réalité partout dans les jeux politiques en Afrique et ailleurs. Ousmane Zina, merci. Merci à vous.